Je suis désolé, madame, cette carte vient d'être refusée. La phrase, résonnant sous les lustres de cristal de la salle de réception, figea instantanément le dîner luxueux de la famille Beaumont. Colette abaissa sa coupe de champagne, Alexandre leva brusquement les yeux, et les invités échangèrent des regards confus. Ils venaient tout juste de dépenser une somme extravagante pour célébrer le divorce d'Alexandre, persuadés que tous les biens étaient enfin revenus à la famille. Pourtant, à cet instant précis, ils ignoraient qu'Aïcha, la femme qu'ils avaient méprisée pendant des années, avait activé la clause éthique instaurée par Louis Beaumont et gelé 300 millions d'euros. La soirée de triomphe se transforma soudain en prélude à leur défaite la plus amère. Abonnez-vous et dites-moi de quel pays vous regardez. La salle d'audience du tribunal de Paris résonnait d'un silence tendu, presque visqueux, comme si chaque respiration pesait sur l'air. Aïcha Morel demeurait immobile sur le banc des requérants. Sa peau noire contrastait avec les murs pâles, les robes d'avocat et les visages blafards de ceux venus assister au spectacle bien huilé d'un divorce mondain. Elle gardait le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, et son regard, calme en apparence, fixait un point invisible sur la table en bois devant elle. Derrière, Colette Beaumont observait la scène avec une froideur calculée, les lèvres pincées par la satisfaction anticipée. À sa droite, Inès, la jeune cousine d'Alexandre, filmait discrètement un extrait pour nourrir ses réseaux sociaux, prête à construire le récit victimaire de la famille. Alexandre, assis en face d'Aïcha, semblait parfaitement à l'aise. Son costume impeccable, son maintien assuré et son air légèrement distrait traduisaient une conviction intime que tout était déjà décidé en sa faveur. Julien Delcourt, l'avocat de la famille, exposait d'une voix posée un accord qu'il qualifiait de « parfaitement équitable », un mensonge poli qu'aucun juge ne contredirait réellement. Aïcha écoutait sans broncher. Elle savait que les yeux extérieurs verraient dans cet arrangement une générosité de la part des Beaumont, alors qu'elle ne recevrait que des miettes, presque insultantes. Cela faisait des années qu'elle occupait la place silencieuse et docile dans laquelle on l'avait enfermée. Colette se pencha naturellement vers une amie venue la soutenir. « Tout va enfin rentrer dans l'ordre », murmura-t-elle d'un ton si doux qu'il devint tranchant. Aïcha n'eut aucun mal à entendre. Cette phrase résumait la vision de cette femme depuis le premier jour. Aïcha n'avait jamais été plus qu'une anomalie qu'il fallait rectifier. Les flashbacks lui revinrent avec une précision coupante, les remarques sur sa coiffure, trop voyantes, sur son rire, trop bruyant, sur sa peau, qui attirait les regards pour de mauvaises raisons. Chaque souvenir réveillait un morceau de honte qu'elle avait appris à avaler. Lorsque le juge annonça la validation de la séparation, Aïcha signa mécaniquement, sa main légèrement tremblante, mais son visage demeurait impassible. Le monde extérieur y verrait peut-être la soumission d'une femme défaite, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose commençait à se fissurer. Une impatience, faible mais tenace, murmurait qu'elle n'avait plus besoin de demander la permission pour exister. La séance levée, la salle se vida rapidement. Devant le tribunal, le vent frais balayait la cour pavée. Alexandre respira profondément, comme un homme libéré d'un poids inutile. « C'est terminé, enfin libre », déclara-t-il à ses amis qui l'entouraient, amusés et soulagés. Colette l'embrassa sur la joue et le félicita comme s'il venait de remporter une bataille personnelle. Derrière eux, Inès s'amusait à enregistrer un court clip où elle déclarait d'une voix faussement attristée « La fin d'une histoire, mais le début d'une ère meilleure ». Aïcha les observa de loin en silence. Elle n'attendait aucun regard de leur part, car elle savait qu'ils l'avaient déjà effacé. Pourtant, contrairement à ce qu'ils imaginaient, elle ne se sentait pas écrasée. Une énergie froide s'élevait lentement en elle, semblable
à un courant souterrain qui remontait à la surface. Un véhicule sombre l'attendait à quelques 2 mètres. Elle marcha d'un pas calme, aucune expression ne traversant son visage. En refermant la portière, elle aperçut Léa Martin, son amie d'enfance, dont le regard déterminé contrastait vivement avec le sien. À côté d'elle reposait un dossier épais, couvert de marqueurs et de documents soigneusement classés. Léa, toujours franche, ne perdit pas une seconde. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Aïcha ne répondit pas tout de suite. Elle sortit lentement de son sac un petit boîtier métallique argenté, discret mais lourd de sens, la clé de sécurité de la banque privée, où étaient regroupés les fonds du clan Beaumont. Elle la fit tourner entre ses doigts avant de relever les yeux. Cette fois, son expression n'avait plus rien de fragile. « Active-le maintenant », dit-elle calmement. Léa inspira profondément, comme si elle venait de recevoir la confirmation d'une décision qu'elle attendait depuis des mois. Tandis qu'elle sortait son ordinateur portable, Aïcha prit son téléphone. Elle composa un numéro mémorisé depuis longtemps, celui du directeur de la banque. Sa voix fut basse mais ferme. « Je confirme l'ordre. Vous pouvez procéder au gel total des comptes liés au fonds Beaumont. » Un léger silence suivit, comme suspendu dans l'air. Puis la réponse. « Bien, Madame Morel, la procédure est lancée. » Le véhicule démarra, coupant derrière elle les rires encore légers des Beaumont, qui ignoraient qu'ils venaient de perdre en 1 minute ce qu'ils pensaient détenir pour toujours. La villa des Beaumont, située dans une banlieue chic où les haies étaient taillées avec une précision presque tyrannique, brillait de lumière ce soir-là. Les grandes baies de vitrées laissaient apercevoir un intérieur fastueux où les invités choisis célébraient la renaissance d'Alexandre. La table, dressée avec un luxe ostentatoire, débordait de plats-bombes raffinés et de bouteilles lapées de vin trop chères pour que quelqu'un ose en demander le prix. Colette dirigeait la soirée avec l'assurance d'une souveraine qui règne sur un royaume transmis par le sang et consolidé par l'argent. Elle leva immédiatement sa coupe de champagne, savourant la sensation de reprendre en main un destin qu'elle estimait avoir échappé à son contrôle pendant trop longtemps. « À un avenir enfin dégagé de toute entrave », déclara-t-elle avec un sourire victorieux. Les regards se tournèrent vers Alexandre, qui répondit par un rire bref, presque gêné, sans toutefois contredire sa mère. Le jeune homme se sentait léger, mais seulement en surface. Une petite nervosité flottait dans son air pourtant détendu, comme s'il craignait qu'un détail invisible puisse encore échapper à l'emprise familiale. Inès, assise non loin, filmait discrètement quelques instants de la soirée. « Mes followers vont adorer l'énergie de ce dîner », souffla-t-elle, persuadée que tout l'univers devait se préoccuper de la manière dont les Beaumont fêtaient leur victoire. Le décor respirait une confiance arrogante, la même qui avait permis à la famille de perpétuer l'illusion selon laquelle rien ne pouvait les atteindre. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, une atmosphère radicalement différente régnait dans un petit appartement parisien. Aïcha était assise en tailleur sur un canapé simple, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur portable posé devant elle. Léa, placée à côté, tapait nerveusement du pied, scrutant leur boîte mail commune comme si elle attendait une bombe, à retardement. Lorsque la notification apparut, un souffle silencieux traversa la pièce. « C'est le mail de validation », annonça Léa avec un calme qui trahissait pourtant une excitation contenue. Aïcha ouvrit le message. Les mots, froids et administratifs, confirmaient que les comptes liés à la signature conjointe avaient été gelés. Toutes les lignes, toutes les sous-divisions, tous les placements dans lesquels les Beaumont avaient accumulé leur pouvoir économique se trouvaient désormais sous restriction totale, en attente d'une enquête interne due à des anomalies éthiques. Aïcha observa longuement les chiffres et les paragraphes, puis ferma lentement l'écran. Elle ne dit rien.
Son silence n'exprimait plus la résignation, mais une lucidité nouvelle, une forme de clarté presque tranchante. « Tu viens de renverser un empire, ma belle, » murmura Léa. Aïcha eut un sourire maigre. « Un empire qui n'a jamais été construit pour moi, » répondit-elle. À la villa, l'ambiance changea soudain lorsque Colette demanda au conseiller financier de procéder à un virement conséquent pour un projet immobilier très attendu. Le jeune homme, habitué à satisfaire immédiatement les caprices de la famille, sortit sa tablette avec assurance. La première tentative échoua. Il fronça les sourcils. Une deuxième tentative, sur un autre compte, se solda par un message rouge. Il commença à pâlir. « Madame Beaumont, il semble y avoir un problème technique, » balbutia-t-il. Colette haussa un sourcil. « Un problème technique? Sur nos comptes? Impossible. » Alexandre se pencha pour regarder l'écran. « Recet, je suis sûr que ce n'est rien. » Mais ce fut encore un échec, puis un autre. Un brouhaha se leva autour de la table pendant que les invités échangeaient des regards inquiets. Le conseiller, pris de panique, composa le numéro de la banque. Lorsqu'il reçut enfin la réponse officielle, son visage se décomposa totalement. Il tendit le document imprimé à Colette. Un gel préventif, 300 millions, clause morale, enquête interne. Les mots s'éparpillaient comme des éclats de verre. Colette lut les lignes avec une horreur glacée. Elle se leva brusquement, jetant la feuille sur la table avec un claquement sec. C'est elle. Cette petite ingrate a osé. Inès, furieuse, frappa du poing sur la table. On ne peut pas laisser passer ça, il faut lui apprendre sa place. Alexandre, déstabilisé, tenta encore de rationaliser. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur. Les banques le font parfois. « Tu m'épargnes ça, Alexandre » coupa Colette, les yeux brillants d'une rage nouvelle. « Ce n'est pas une erreur, c'est un acte prémédité. » Dans un mouvement brusque, elle appela Julien. L'avocat décrocha rapidement et affirma d'une voix étonnamment posée qu'il n'était au courant de rien, mais qu'il se chargerait de rétablir la situation. Colette ne sembla pas convaincue, mais elle n'avait plus que lui comme pilier immédiat. À l'appartement, le téléphone d'Aïcha vibra. Elle reconnut le numéro avant même de décrocher. « Madame Morel, » dit Julien d'une voix mielleuse, « je pense qu'il serait préférable que nous parlions en privé. Il y a des détails que vous ne comprenez peut-être pas, et je souhaiterais éviter que vous ne vous mettiez dans une position délicate. » Léa leva immédiatement les yeux au ciel. « Ne l'écoute pas, il veut t'embrouiller. » Aïcha resta silencieuse quelques secondes, puis répondit calmement. « Très bien. Dites-moi où et quand. » Elle raccrocha, posant son téléphone sur la table. « Je veux savoir ce qu'il prépare, Madassiassa. » Le café où Aïcha avait accepté de rencontrer Julien se trouvait dans une rue tranquille du 9e arrondissement. Derrière la vitrine légèrement embuée, l'endroit offrait une ambiance feutrée, presque trop paisible pour la tension qu'elle ressentait. Elle s'assit à une table isolée, son regard glissant sur les clients qui lisaient, travaillaient ou discutaient à voix basse. Tout semblait ordinaire, mais son esprit restait vigilant, comme si chaque bruit menaçait d'exploser dans un fracas de vérité. Julien arriva avec quelques minutes de retard, vêtu de son habituel costume sombre parfaitement taillé. Il afficha un sourire étudié, celui qu'il réservait aux situations où il devait apaiser, manipuler ou endormir une méfiance naissante. « Merci d'avoir accepté de me voir, Aïcha, » dit-il en prenant place devant elle. Colette est très secouée. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle souhaite vraiment préserver votre dignité. Elle veut éviter un scandale qui vous impliquerait. Vous comprenez ? Le ton se voulait bienveillant, presque tendre, mais les mots laissaient un goût métallique dans la bouche d'Aïcha. Elle resta droite, les mains jointes sur ses genoux, attentive à chaque nuance. Julien posa sur la table une chemise épaisse et l'ouvrit lentement. Il y a là quelques documents d'ajustement. Rien d'agressif, juste une manière de clarifier la situation pour tout le monde.
Si vous les signez, je peux vous garantir une compensation immédiate, suffisamment généreuse pour vous permettre de tourner la page en douceur. Aïcha sentit un pincement familier au creux de la poitrine. Cette impression d'être entraînée dans un compromis qui semblait raisonnable, mais qui, en vérité, la réduisait toujours à une figure secondaire. Une part d'elle voulait dire oui pour mettre fin au conflit et retrouver un semblant de tranquillité. Elle avait été éduquée à arrondir les angles, à éviter les éclats, à privilégier la paix même au prix de sa propre voix. Ses réflexes profondément ancrés remontaient à la surface. Elle prit les documents. Les premières lignes semblaient neutres, presque anodines. Pourtant, plus elle lisait, plus elle percevait les pièges cachés. Ces ajustements réduisaient de subtilement les responsabilités légales des Beaumont et réaffirmaient que les décisions financières prises avant le gel des comptes avaient été validées en pleine connaissance de cause par elle. S'il pouvait obtenir sa signature, il pourrait y retourner la situation contre elle. Julien, observant ses hésitations, s'empressa d'ajouter « Je vous le dis sincèrement, nous voulons tous éviter d'aller plus loin. Colette souhaite sincèrement que vous repartiez avec quelque chose. L'important est que tout reste discret. Vous avez déjà assez souffert, n'est-ce pas ?» Ces mots déclenchèrent quelque chose en elle, une irritation froide, presque glacée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était Léa. Elle décrocha discrètement. « Ne signe rien !» lança son amie avant même qu'elle ne puisse dire un mot. « Je te jure, lis tout, mot par mot. Je n'ai jamais vu un type plus glissant que ce soi-disant avocat de famille. S'il veut que tu signes aussi vite, c'est parce que c'est toxique. » Aïcha referma doucement son téléphone. Julien observait sans perdre son sourire. « Votre ami vous protège, mais parfois, les émotions extérieures compliquent les choses simples. » Elle sentit sa gorge se serrer. Les paroles de Julien prenaient dans l'accent de Colette la même musique doucereuse qu'elle avait entendue tant de fois. Un souvenir brutal s'imposa. Les premiers mois dans la maison Beaumont, où Colette lui expliquait, toujours avec cette délicatesse faussement maternelle, comment elle devait tenir une coupe à table, comment elle devait se maquiller, comment elle devait sourire. « Tu dois comprendre que grâce à nous, tu as accès à un monde auquel tu n'aurais jamais rêvé, » lui avait dit un jour la matriarche. Et elle, naïve, avait hoché la tête pour éviter un conflit, croyant que se faire petite était une forme d'intelligence. Mais aujourd'hui, dans ce café, ses souvenirs la frappèrent avec une lucidité inattendue. Elle avait été complice de sa propre réduction. Elle avait laissé l'humiliation entrer parce que l'idée de se défendre lui faisait peur. Léa avait raison. Une part du problème venait de sa tendance à vouloir minimiser tout pour ne pas déstabiliser les autres. Elle posa calmement les documents sur la table. « Je ne signerai rien », dit-elle avec une voix posée qui surprit même son propre cœur. « Je ne vais pas fermer les yeux sur ce que vous essayez de faire passer comme un accord. » Le masque de Julien se fissura instantanément. Le sourire poli disparut, révélant un visage dur, tendu par l'irritation. « Vous savez, Aïcha, ce serait dommage de compliquer les choses. La famille Beaumont essaie d'éviter que cette situation ne devienne désagréable. Si vous refusez d'être raisonnable, je ne pourrai plus garantir que cet arrangement reste avantageux pour vous. » Elle soutint son regard sans broncher. « Je crois que nous avons terminé. » Julien referma son dossier d'un geste sec avant de se lever. Il remit sa veste, réajusta ses manchettes et se pencha légèrement vers elle. « Très bien, nous allons devoir employer d'autres moyens. Vous venez de vous mettre dans une position qui ne joue pas en votre faveur. » Il quitta le café sans un mot de plus, claquant presque la porte derrière lui. À l'extérieur, il sortit immédiatement son téléphone et composa un numéro. Sa voix perça le brouhaha de la rue. « Colette, elle a refusé. Elle n'est plus aussi malléable qu'avant.
Il va falloir passer à une stratégie moins douce. Préparez-vous à ce que les choses deviennent publiques. Aïcha demeura assise, les yeux posés sur la table où restait une marque circulaire laissée par une tasse. Cette trace lui donna une sensation étrange. Quelque chose venait de s'effacer, mais quelque chose d'autre venait de prendre forme. Les premiers signes de l'offensive médiatique apparurent dès l'aube. Alors qu'Aïcha se préparait un café dans la petite cuisine de son appartement, son téléphone vibra sans interruption. Les notifications affluaient comme une pluie acide. Elle ouvrit l'un des liens envoyés par Léa. Un article aux couleurs criardes s'affichait, orné d'un titre conçu pour attiser la peur et le mépris. On y insinuait qu'elle avait manipulé Alexandre, qu'elle avait profité de sa générosité avant de geler les avoirs de la famille pour obtenir davantage. Les commentaires se succédaient sous les publications rédigées par des comptes anonymes ou des profils trop parfaits pour ne pas être dirigés depuis la même source. Plus elle lisait, plus elle sentait une pression sourde se resserrer autour d'elle. Certains messages utilisaient des expressions condescendantes qui lui rappelaient des murmures qu'elle avait entendus lors de soirées bandamoires mondaines. D'autres, plus violents, dénonçaient une prétendue manipulation émotionnelle de la part d'une femme qui n'avait jamais appartenu à ce milieu. L'ombre de Colette et d'Inès planait dans chaque phrase, invisible mais omniprésente. Léa entra dans la pièce avec une énergie nerveuse. « C'est une opération coordonnée », déclara-t-elle, après avoir balayé l'écran d'un mouvement rapide. « Ils veulent te peindre comme une prédatrice. Ils ont peur que la vérité ne sorte. » Aïcha serra la tasse entre ses mains. « Je savais qu'ils réagiraient, mais je ne pensais pas que ce serait aussi sale. » Toutefois, la pire attaque ne venait pas des articles anonymes. Quelques heures plus tard, Inès publia une interview en direct. Face à une journaliste complaisante, elle feignait l'émotion, les yeux humides, la voix tremblante. « Je l'ai toujours accueillie comme une sœur », assurait-elle, avant de murmurer qu'Aïcha utilisait sa différence pour créer un climat où personne n'osait la critiquer. La manipulation était d'une subtilité presque artistique. En jouant la victime, Inès inversait les rôles avec une facilité désarmante. La vidéo explosa sur les réseaux. Une partie du public compatissait avec la jeune héritière, la trouvant courageuse d'oser parler. Une autre commençait à se poser des questions, mais la majorité basculait du côté des Beaumont, habituée à voir cette famille dans les rubriques philanthropiques et les galas caritatifs. Pour beaucoup, il était plus simple de croire une femme blanche issue de l'élite qu'une femme noire sans statut comparable. Aïcha passait de site en site, dépassée par la vitesse de propagation. Léa tenta de la distraire, mais une nouvelle vague d'articles envahit l'écran, tous nourris par les mêmes insinuations. Lorsque les premières lettres d'avocats refusèrent leur dossier par manque de disponibilité, la réalité de leur isolement devint évidente. « Ils ont peur de perdre les Beaumont comme clients », dit Léa avec une frustration palpable. Personne ne veut s'opposer à eux. Une fatigue lourde tomba sur Aïcha. Elle essaya d'appeler plusieurs cabinets juridiques, mais les réponses étaient vagues ou polies, dissimulant mal la terreur de se mêler à ce conflit. La situation prenait un rythme effréné qu'elle ne parvenait plus à suivre. Elle sentait des fissures se former en elle, comme si son calme se dissolvait sous la pression implacable de la machine médiatique. En début d'après-midi, un courrier recommandé arriva. À l'intérieur se trouvait une convocation officielle découlant d'une plainte déposée par Colette. On l'accusait d'abus de pouvoir sur les fonds familiaux, d'avoir causé un préjudice économique majeur et d'avoir outrepassé les droits qui lui étaient accordés. Le document, formel et froid, contenait des termes juridiques de menaçants. Une menace de procédure pénale planait désormais au-dessus de sa tête. Elle resta immobile quelques secondes, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds.
Ils veulent donc te faire peur, murmura Léa, bien qu'elle-même paraisse secouée. Ils veulent que tu abandonnes la bataille. Aïcha sentit un vertige douloureux. L'idée même de se voir traîner devant la justice l'apeurait. Le système judiciaire, les salles d'audience, les procès. Tout cela représentait un monde que les Beaumont maîtrisaient à la perfection et où elle serait perçue comme étrangère. Une panique sourde l'envahit, cognant contre ses côtes. Et si je perds, et si je n'arrive pas à prouver quoi que ce soit, il pourrait bientôt me détruire. Léa finit par s'emporter. Tu aurais dû enregistrer Colette, garder des preuves, tout noter. Tu étais trop confiante, trop prête à les ménager. Maintenant, ils utilisent ton silence contre toi. Ces mots, lâchés sous l'effet de la tension, blessèrent Omar plus que prévu. Aïcha se figea. Elle savait que Léa n'avait pas tort. Sa tendance à minimiser, à ne pas vouloir déranger, revenait aujourd'hui comme un boomerang redoutable. La dispute s'étouffa dans un silence pesant. Léa tourna les talons pour reprendre son souffle, tandis qu'Aïcha glissa lentement contre le mur, son dos se laissant glisser jusqu'au sol. Ses deux mains tremblaient. L'image d'elle-même, assise par terre dans l'obscurité du séjour, servait de miroir à tous ses échecs supposés. Elle avait l'impression d'être écrasée par une machine trop puissante pour qu'elle puisse s'en défendre. La soirée tombait quand un son léger retentit. Un nouvel email venait d'arriver. Léa revint dans la pièce, encore essoufflée par l'émotion. Elle ouvrit la boîte mail et resta pétrifiée. « Regarde ça !» L'expéditeur n'avait qu'un prénom, Louis. Dans la pièce jointe, un dossier complet concernant une clause morale enfouie dans les documents originaux du fonds Beaumont. Aïcha releva les yeux. Pour la première fois depuis des heures, une étincelle vacilla dans son regard. Le silence avait envahi le salon lorsque Aïcha et Léa s'installèrent côte à côte devant l'écran d'ordinateur. La lumière bleutée se reflétait sur leurs visages tendus. Aïcha ouvrit le fichier attaché à l'email mystérieux. Au centre de la première page apparaissait un en-tête solennel portant les armoiries discrètes de la famille Beaumont. Juste en dessous, une signature familière se dessinait, tracée d'une écriture ferme et élégante. Louis Beaumont. Le document était une copie certifiée, conforme du règlement originel du fonds familial. Les premières deux lignes exposendo des clauses précises concernant l'usage des fonds. Cependant, ce furent gommis les articles situés à la fin du premier chapitre qui figèrent leur respiration. Les mots étaient clairs, rédigés avec une rigueur presque prophétique. Le fondateur exigeait que tout héritier perde automatiquement le droit de gérer le fonds s'il était reconnu coupable de discrimination, de violence psychologique, d'abus d'autorité ou d'atteinte à la dignité d'autrui. Dans ce cas, le contrôle reviendrait immédiatement à l'époux ou à l'ex-époux jugé intègre, conformément à une procédure détaillée dans les annexes. Léa lança un sifflement abasourdi. Il avait prévu tout cela, c'est incroyable. Aïcha relut attentivement, incapable d'ignorer le frisson étrange qui lui traversait la nuque. En découvrant ces lignes, elle ressentit une complexité d'émotions contradictoires. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas en train de manipuler ou de détruire. Elle avait activé un mécanisme pensé pour protéger la partie la plus vulnérable du couple. Cette idée l'ébranla profondément. « Je ne suis pas en train de me venger, » murmura-t-elle. « Je suis en train de faire respecter sa volonté. » Léa hocha la tête avec une satisfaction inattendue. « Tu ne fais que défendre ce que Louis voulait maintenir en sécurité. » Peut-être qu'il avait déjà compris qui était Colette. Peut-être qu'il avait vu ce que personne d'autre ne voulait reconnaître. Sous la lumière tamisée, Aïcha continua de tourner les pages. Parmi les annexes figurait une liste de contacts recommandés par Louis pour assurer la surveillance de ses règles. Un nom apparut en caractères gras. Maître Henri Deschamps, avocat spécialisé dans les litiges éthiques et réputé pour sa droiture. Léa se rapprocha de l'écran pour mieux lire.
On dirait qu'il a laissé une piste directe. On va le contacter. Aujourd'hui. Elles le prirent mettre rendez-vous le soir même. Deschamps les reçut dans un bureau ancien du 7e arrondissement, où chaque meuble semblait chargé d'histoire. L'homme, aux cheveux gris taillés courts et aux yeux déterminés, accueillit les deux femmes avec une poignée de main assurée. « J'ai bien connu Louis, » dit-il d'un ton grave. C'était un homme attentif aux dérives de son époque. Il n'ignorait rien des tensions internes, oui, à sa famille, même si les Beaumont ont toujours tenté de cultiver un vernis de perfection. Aïcha l'écouta avec un mélange d'étonnement et de respect. Elle sentit une nouvelle stabilité naître en elle. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression d'être entourée, non pas de personnes cherchant à la manipuler, mais de personnes de prêtes à la soutenir sans condition. Deschamps étudia chaque document avec une concentration minutieuse. Après une longue analyse, il déclara « Ces clauses sont juridiquement valables. Si vous prouvez l'existence de comportements discriminatoires et d'abus psychologiques, vous deviendrez la gestionnaire légitime du fonds. » C'est écrit noir sur blanc. Léa ne parvint pas à masquer un sourire triomphant. Alors on va leur montrer ce qu'ils sont vraiment. Aïcha sentit une chaleur nouvelle monter en elle. Elle n'était plus seulement la femme abandonnée d'une famille qui ne l'avait jamais acceptée. Elle devenait une force autonome. Avec l'aide de Léa et de Deschamps, elle construisit un dossier solide. Ils rassemblèrent des messages où Colette utilisait un langage glacé et humiliant. Ils récupérèrent des vidéos qu'Inès avait publiées naïvement, pensant qu'elles ne serviraient qu'à amuser son public. Ces extraits se transformaient maintenant en preuves irréfutables de son mépris. Deschamps exigea une organisation parfaite. Chaque élément devait être daté, authentifié et classé avec soin. Les soirées s'allongèrent, rythmées par les imprimantes, les classeurs et les discussions interminables. Pour la première fois depuis longtemps, Aïcha ne fuyait plus son propre reflet dans la fenêtre. Elle se voyait changer. « Je ne veux plus me cacher », confia-t-elle à Léa. « J'ai passé des années à minimiser ce que je ressentais, à faire semblant que rien ne me blessait. Je refuse de continuer. »« Alors ne recule plus », répondit Léa, adoucissant sa voix pour la première fois depuis des jours. « Va jusqu'au bout. » Michikoli. Le lendemain, Aïcha accepta une courte apparition sur une chaîne locale. Elle parlait d'une voix calme, évitant les détails sensationnalistes. Elle affirma simplement que la vérité devait être examinée par la justice et qu'elle ne répondrait plus aux attaques personnelles. Le public fut surpris par la maîtrise qu'elle démontrait. Ni rage ni vengeance dans ses mots, seulement une certitude tranquille. Ce regain de confiance fut mis à l'épreuve lorsque Deschamps appela quelques jours plus tard. Sa voix, d'ordinaire mesurée, vibrait légèrement d'intensité. Le tribunal accepte de revoir le règlement du fonds. Ils examineront simultanément les plaintes déposées de contre vous et celles que nous avons préparées. Aïcha se figea. Tout cela dans une seule audience? Oui, ce sera la confrontation finale. Elle sentit son cœur battre lentement, comme si chaque pulsation marquait l'approche d'un moment crucial. Cependant, elle ne trembla pas. Elle se redressa, consciente que cette bataille ne concernait plus seulement les fonds ou la réputation des Beaumont. Il s'agissait de restaurer sa dignité, de prouver que sa valeur n'avait jamais dépendu de leur regard. Elle termina la conversation avec une détermination nouvelle. Une page venait de se tourner. La prochaine audience ne serait pas un combat pour survivre. Ce serait un combat pour mettre en lumière la vérité enfouie depuis trop longtemps. La vaste salle d'audience ressemblait à un théâtre sombre dont chaque siège portait la promesse d'un verdict pesant. Les caméras autorisées dans un périmètre limité tournaient déjà, captant les visages figés autour de la scène principale. Le parquet verni brillait sous les projecteurs froids, et le murmure des journalistes remplissait l'air d'une tension électrique. Colette et Alexandre entrèrent les premiers, droits, mais visiblement crispés.
Leur démarche trahissait un mélange de fierté blessée et de confiance forcée. Alexandre fixait un point imaginaire, comme s'il refusait de croiser le regard de quiconque pourrait remettre en doute sa version des faits. Colette, quant à elle, gardait le menton levé, mais la rigidité de ses épaules révélait une anxiété qu'elle tentait de dissimuler derrière son masque habituel de supériorité. Aïcha franchit le seuil de la salle quelques instants plus tard. Elle avançait à un rythme mesuré, serrant légèrement le poignet de Léa pour s'ancrer dans l'instant. À leur côté marchait Maître des Champs, imposant dans sa robe noire, avec la sérénité experte d'un homme habitué aux batailles, où la vérité devait être arrachée comme une dent défaillante. Aïcha sentait la tension lui parcourir l'échine, mais son visage restait calme. Elle avait l'impression que chaque regard pesait sur elle, pesait sur sa couleur de peau, pesait sur sa place dans cette salle, dominée par des silhouettes blanches et assurées. Pourtant, elle gardait la tête haute. Lorsque l'audience débuta, les premières preuves furent projetées sur un écran géant. Une vidéo filmée à la verticale découpait brusquement le silence. On y entendait la voix d'Inès, rieuse, suivie de celle plus grave et glaciale de Colette. Elle doit comprendre sa place. Ce mariage n'était qu'une tentative inutile de la hisser au-dessus de sa condition, disait-elle. Dans une autre séquence, Colette murmurait que la présence d'Aïcha dans la famille constituait un échec charitable, une phrase qui arracha un frémissement à plusieurs observateurs présents. Descamps se tourna un instant vers le jury, puis vers le juge, avec une expression maîtrisée. Il voulait que chaque mot prononcé par Colette devienne une lame retournée contre elle. Aïcha ressentit une douleur sourde dans la poitrine, en réécoutant ces phrases qu'elle avait tant de fois enfouies dans son silence. Ces humiliations privées, qu'elle avait tenté de supporter pour maintenir une paix fragile, devenaient maintenant des preuves publiques. Elle sentit Léa poser une main discrète sur son dos, un geste simple mais profondément stabilisant. Le juge appela ensuite Julien à la barre. L'avocat de la famille Beaumont monta avec une élégance contrôlée, mais son front perlé de sueur contredisait son assurance de façade. Maître Deschamps s'avança pour l'interroger. Sa voix posée révélait une détermination froide. « Maître Julien, confirmez-vous avoir conseillé Madame Morel durant la procédure de divorce ?»« Oui, répondit-il. Confirmez-vous également que vous ne lui avez jamais présenté l'intégralité des clauses du fonds familial, notamment celles liées aux conditions éthiques ?» Julien hésita. Ce bref silence fut plus éloquent qu'une confession. Je reconnais que certaines informations n'ont pas été directement communiquées. Il n'était pas dans mon intention de la léser, mais plutôt de préserver la stabilité patrimoniale de la famille. En omettant volontairement des clauses majeures, Julien détourna légèrement le regard. Je suivais les instructions de Madame Beaumont. Un murmure parcourut la salle. L'image du conseiller loyal, presque paternel, s'effondra instantanément. Aïcha observa cette chute sans satisfaction. Elle ressentait seulement une étrange fatigue, un constat amer de ce que signifiait vraiment la loyauté dans ce cercle privilégié. Le juge demanda ensuite de lire à voix haute les passages essentiels du règlement rédigé par Louis Beaumont. Les mots « respect de la dignité humaine »,« prévention de la discrimination » et « sanctions directes en cas d'abus » résonnèrent dans toute la salle. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Elle venait d'atteindre la frontière, ce point de rupture où tout pouvait basculer. Si le tribunal déclarait ces clauses obsolètes ou inapplicables, elle perdrait toute protection juridique et serait exposée aux accusations de Colette. C'était le moment où l'issue pouvait être fatale, celui où elle marchait symboliquement vers une porte qui pouvait s'ouvrir sur la justice ou se refermer brutalement sur sa liberté. À la pause, la tension atmosphérique atteignit un sommet. Les journalistes se ruèrent dans les couloirs.
mais Colette s'échappa rapidement vers un espace plus tranquille. Elle repéra Aïcha et s'approcha avec un sourire figé. « Nous pouvons régler cela discrètement, » dit-elle d'une voix douce mais vibrante d'autorité. « Je suis disposée à vous offrir une somme considérable si vous retirez votre demande et renoncez à la gestion du fonds. Vous n'avez rien à prouver. Prenez l'argent et mettons fin à cette mascarade. » Aïcha ressentit un instant la tentation du soulagement. Elle pensa à sa fatigue, aux attaques, aux nuits sans sommeil. Cependant, quelque chose en elle avait changé. Elle regarda Colette droit dans les yeux. « Ce n'est pas une question d'argent. Je ne renoncerai pas. Je veux que la vérité soit reconnue. Je veux qu'aucune autre femme ne traverse ce que j'ai vécu dans cette famille. » Le visage de Colette se déforma légèrement sous l'effet de la colère qu'elle tenta de maîtriser. Elle tourna les talons avec un geste brusque. Aïcha retourna dans la salle avec une détermination nouvelle. Elle venait de franchir le seuil symbolique, celui qui ne permettait plus aucun retour en arrière. Elle savait désormais qu'elle se battrait jusqu'au bout, même si cela signifiait perdre tout confort ou toute illusion de sécurité. Elle ne cherchait plus à fuir, elle cherchait à réparer. La salle d'audience reprit vie lorsque le juge revint siéger. Les murmures se dissipèrent progressivement, tandis que chacun retrouvait sa place. Aïcha resta immobile, les mains croisées sur ses genoux, consciente que le dernier fil de cette longue bataille allait se tendre dans les minutes à venir. Léa se tenait près d'elle, encore plus droite que d'habitude, comme si elle refusait que l'épuisement prenne le dessus. Maître Deschamps avait les yeux fixés sur le juge, parfaitement calme, comme un homme habitué à entendre la vérité se frayer un chemin malgré l'autorésistance. Le marteau résonna sèchement, attirant l'attention de toute la salle. Le tribunal reconnaît la validité du règlement original du fonds familial Beaumont, déclara le juge d'une voix stable. Les des 300 millions d'euros concernés relèvent ni d'un mécanisme éthique régi par des conditions strictes. Au vu des éléments présentés, il est établi que ces conditions ont été violées par les héritiers actuels. En conséquence, la gestion du fonds est transférée à Madame Aïcha Morel, ex-épouse de Monsieur Beaumont, conformément aux articles signés par feu Louis Beaumont. Un souffle collectif traversa la salle. Aïcha sentit son cœur battre une fois, puis une deuxième fois, avec une intensité presque douloureuse. Elle ne sourit pas. Elle garda la même posture tranquille, mais une lueur nouvelle s'installa dans son regard. Colette, assise à la droite d'Alexandre, resta figée. Son visage perdit toute couleur, tandis qu'elle semblait encaisser un choc qu'elle n'avait jamais anticipé. Alexandre, lui, se contenta de cligner lentement des paupières, comme s'il venait de voir sa propre vie lui échapper sans bruit. Le juge poursuivit. Les plaintes déposées contre Madame Morel sont sans fondement et sont par conséquent rejetées. Le tribunal estime qu'aucun de ces actes ne constitue une infraction ou un abus. En revanche, il apparaît que maître Julien Delcourt a manqué à son devoir de transparence et a volontairement dissimulé des informations essentielles à sa cliente. Son dossier sera transféré au Conseil de l'ordre pour examen disciplinaire. Un murmure presque indigné se répandit dans la salle. Julien baissa la tête, ses mains crispées, sur la rampe du banc. Sa déchéance semblait presque irréelle pour quelqu'un qui, quelques semaines plus tôt, se pavanait comme le pilier juridique d'une famille respectable. Aïcha observa la scène avec une sobriété absolue. Elle ne ressentait ni joie, ni vengeance, seulement une profonde libération. Colette, elle, restait immobile. Son masque se fissurait lentement, laissant transparaître la stupeur douloureuse de quelqu'un qui croyait encore à la toute-puissance de son nom. Alexandre tenta de lui murmurer quelque chose, mais elle l'ignora complètement. Elle fixait Aïcha avec un mélange étrange de dédain brisé et d'incrédulité silencieuse. Lorsque l'audience fut levée,
Les journalistes se jetèrent sur les protagonistes. Les caméras capturèrent les pas décidés d'Aïcha, accompagnée de Léa, tandis qu'une foule de questions s'élevait autour d'elle. Des extraits du procès commencèrent à circuler dès les premières 2 minutes. Les propos racistes de Colette, les hésitations de Julien, les phrases humiliantes prononcées avec légèreté devinrent virales en quelques heures. Les internautes réécrivirent l'histoire à la lumière de ce qu'ils venaient de voir. « Elle n'a jamais été une profiteuse », disait un commentaire repris des milliers de fois. « Elle s'est battue seule dans une famille qui ne la respectait pas. » Pour Aïcha, cette vague ne représentait pas une revanche. Elle ne la lisait même pas. Elle avait passé trop de temps à se définir à travers le regard des autres. Cette fois, elle avançait d'après sa propre boussole. Dans les jours qui suivirent, Aïcha consulta plusieurs experts financiers recommandés par Deschamps. Elle refusa catégoriquement toute idée de dilapider les fonds ou de s'en servir comme arme contre les Beaumont. Elle ordonna la mise en place d'un programme d'aide destiné aux femmes de victimes de violences psychologiques avec une branche spécialisée dans les cas de discrimination familiale. « Je veux que ce fonds serve à réparer, pas à détruire », affirma-t-elle lors de la première réunion avec l'équipe d'experts. Léa l'observait avec une fierté épanouie. Elle avait toujours cru en la force de son amie, même quand Aïcha se perdait dans le silence. Quelques 2 jours plus tard, Alexandre demanda à la voir. Ils se retrouvèrent dans un parc presque désert, sous une lumière grise de fin d'après-midi. Alexandre semblait plus petit qu'avant, comme si la perte de son statut avait réduit son assurance. « Je ne suis pas venu pour me justifier, » dit-il. « Je voulais seulement te dire que je me rends compte, maintenant, de tout ce que j'ai laissé se produire. Je n'ai jamais eu le courage de te défendre. J'aurais dû le faire. » Aïcha écouta sans émotion visible. Elle observa les arbres autour d'eux, les feuilles qui frémissaient sous un vent léger. « Tu avais ta chance, » répondit-elle simplement. « Tu l'as laissé passer. » Il hocha la tête, incapable de relever les yeux. Elle partit sans se retourner. Sa nouvelle vie ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait quittée. Elle choisit un appartement lumineux mais simple, loin des quartiers mondains. Elle passa ses soirées à organiser les premières initiatives du programme de soutien, remplissant des dossiers avec un sens du devoir qui donnait enfin un sens cohérent à la douleur qu'elle avait endurée. Un soir, tandis qu'elle versait quelques glaçons dans un verre d'eau, le bruit cristallin lui rappela les soirées où elle devait servir du champagne sous le regard scrutateur de Colette. Cette fois, elle leva son verre pour elle-même. Aucune attente extérieure, aucune pression, aucune demande de conformité. Elle avait retrouvé quelque chose de rare et précieux, sa propre voix.